Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les artistes en général se sont révélés à travers les semaines culturelles. Mais de nos jours, l'organisation de ces semaines culturelles dans les établissements scolaires suscite beaucoup de questionnements. Réforme et décentralisation au Togo, des partis d'opposition contestent la composition du Comité national de suivi de la décentralisation. Le président de l'Assemblée nationale, de son côté, invite à se tourner vers le HCRUN pour les réformes pures présidentielles en France, des menaces de mort sur certains médias et des collaborateurs de Hollande. Après Manuel Valls, lors de la primaire de la gauche, François Fillon, enfariné aussi à son tour pour la succession de François Hollande. Tout est finalement possible en France. Trois invités pour débattre des trois thèmes: Pasteur Edo Komir, le président du mouvement Martin Luther King, Ildefonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, et Edmond Almeida, correspondant du magazine panafricain Jeune Afrique au Togo. Vous faites bien de choisir Pyramide FM à l'heure de l'émission Les Spécialistes. Bienvenue. Écoutez la radio Pyramide sur la 105.5. Bonsoir, auditeurs, auditrices de Radio Pyramide FM. Ildefonse, bienvenue. Merci, merci et bonsoir. Edmond Almeida, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir à toi, bonsoir aux amis en studio, bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Voilà, nous allons démarrer cette émission avec la semaine culturelle que nous avons connue nous tous et que nous continuons de vivre ces temps-ci un peu de loin. Mais cette manifestation suscite quand même beaucoup de polémiques. Des frères de la chronique, Pasteur Edo, vous n'êtes pas du tout content, vous êtes remonté contre cette situation. On a vu à travers certains de vos écrits. Oui, la semaine culturelle, il y a le quand même qu'on sache aujourd'hui par rapport à hier, qu'est-ce qui se fait. La semaine culturelle, au fait, comme son nom l'indique, c'est une semaine qui est mise à part pour que les Togolais puissent se ressourcer dans leur culture, ce qui les identifie, leur manière de parler, notre manière de vivre, notre manière nos valeurs culturelles. C'est ça la semaine culturelle. Mais de nos jours, par rapport à hier, à notre époque, il faut dire que la semaine culturelle est totalement galvaudée. Qu'est-ce que je dis par galvaudée? C'est que la semaine culturelle a perdu son sens, a perdu ses valeurs, et de nos jours, les enfants n'ont rien à faire avec la culture pendant la semaine culturelle, et il n'y a rien on ne voit rien du terroir, des choses qui nous identifient. Qu'est-ce qu'il faut ces enfants-là? Les enfants, tout le monde le sait aujourd'hui, pendant la semaine culturelle, quand vous les voyez, d'abord c'est des musiques qui ne sont pas togolaises. Donc tout au long de la semaine, c'est des va-et-vient, c'est des habits, des vêtements extravagants. Vous les voyez, les filles comme les garçons, qui se retrouvent, au lieu d'aller dans les établissements scolaires, se retrouvent dans des endroits de plaisir, ils font la vie. Et tardivement, ces enfants rentrent à la maison. En fait, on dirait que le gouvernement même n'a plus, il n'y a pas un programme approprié à la semaine culturelle. Le gouvernement n'a pas mis un programme approprié à la semaine culturelle. Donc, vous savez, la nature a horreur de vide. Donc, les enfants, c'est eux qui animent aujourd'hui. C'est les enfants qui prennent la semaine culturelle à leur compte. C'est eux qui cotisent, ils contribuent, ils font manger les enseignants. Vous voyez, ils font manger les enseignants, ils font le plaisir avec les enseignants. Donc, ça fait que c'est eux qui dirigent. Et les enseignants n'ont rien à dire de morale. C'est-à-dire, on voit de l'immoralité pendant la semaine culturelle. C'est ce que vous avez constaté. Et c'est ce que tout le monde constate d'ailleurs. C'est un constat qui est général. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est la semaine culturelle. Par exemple, tu demandes aujourd'hui à un élève togolais de donner le nom d'un auteur togolais, il ne peut pas te le citer, hein. Mais quand tu lui dis des titres, des épisodes, des feuilletons, ils peuvent te donner des tonnes de titres et de trucs de feuilletons. Donc ce qui veut dire que nous sommes en train de perdre notre valeur culturelle. Au fait, alors que la semaine culturelle est mise à part pour que nous puissions nous identifier et qu'on voit à travers, qu'on enseigne à ces filles-là comment se vêtir
hein, comment s'habiller comme une femme togolaise, comment préparer, hein, c'est la culture, la culinaire. Il n'y a pas ça. Donc la semaine culturelle, en fait, il va falloir qu'on revoie la semaine culturelle pour qu'elle retrouve son raison. Edmond Albeda, quel souvenir vous gardez de vos semaines culturelles? Oui, quel souvenir. Je pense que je suis certainement le moins jeune, enfin le plus jeune plutôt, hein, autour de cette table. Et je pense que tout ce que vient de dire le pasteur sont des choses que nous avions déjà entendues il y a 20 ans, enfin il y a 15, il y a 20 ans, lorsque nous étions peut-être sur les bancs. On ciblait à l'époque même des établissements scolaires où les gens, enfin c'est les endroits où il fallait être au cours d'une semaine culturelle. Mais je vais peut-être prendre la voie à côté, hein, de celle prise par le pasteur en disant que c'est vrai que ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais à l'entendre, on a l'impression que c'est en 2017, ou en 2015 ou en 2016, que cette dépravation constatée ici et là lors des journées ou semaines culturelles dans certains établissements scolaires se font voir. Ceci étant, il ne faut absolument pas généraliser le fait. Il y a quand même des établissements où les responsables font tout pour donner une connotation justement culturelle à cette semaine qui est destinée avant tout à la récréation des élèves et des professeurs. Tout n'est pas noir. Moi j'évite absolument de dépeindre la situation, le tableau en tout noir ou en tout blanc. C'est vrai partout dans le pays et ce n'est pas un cas, c'est pas un problème typiquement togolais, parce que j'ai entendu le pasteur Edo interpeller tout à l'heure le gouvernement. J'estime que ce n'est pas un problème typiquement togolais. Partout dans le monde, en tout cas en Afrique, on va au Bénin, on va en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a semaine culturelle dans certains établissements, on voit des élèves s'habiller d'une manière bizarre, on voit des gens fumer, on voit des gens faire du n'importe quoi, mais ce n'est pas vraiment un problème typiquement togolais, ce n'est pas non plus un fait à généraliser. Et défense à Paquet. Oui, je crois que vous l'avez si bien dit, semaine culturelle. Nous l'avons tous vécu quand on était encore sous les bancs. Mais je crois qu'avec le recul, il faut dire que ce n'est plus une semaine culturelle, mais c'est devenu la semaine de toutes les dépravations et de toutes les immoralités. Il faut avoir le courage de le dire. L'année dernière, vous avez vu tout ce qui s'est passé, et au-delà de ce que nous avons remarqué comme étant une semaine liée à la dépravation sexuelle, il y a eu tout ce qu'on a pu noter comme étant des dépravations où les élèves s'adonnaient, je dis bien, non seulement à l'alcool, mais aussi à la drogue. Et malheureusement, il y a eu des décès l'année dernière quand ces élèves-là revenaient de la plage. À la plage de Baguida, où ils sont déplacés pour aller se donner un peu d'air et se donner quelques câlins, entre guillemets, puisque c'est ce que nous avons noté. Et au finish, on a eu à enregistrer des décès. Je crois, comme le pasteur l'a dit, il revient maintenant, moi aussi je le pense, au premier responsable de l'éducation de recadrer ce que c'est que la semaine culturelle. Parce que cette semaine culturelle, si moi j'ai bonne mémoire, elle est instituée pour valoriser la culture, pour valoriser les talents culturels de l'élève, pour montrer la culture de chez soi et pour faire en sorte que l'on retrouve à travers l'élève et la tradition et la culture. Mais malheureusement, vous remarquez avec moi que tout ce que nous avons eu à enregistrer comme étant des remous qui secouent l'éducation a des influences négatives sur la semaine culturelle. Pasteur, faut-il finalement supprimer cette semaine culturelle-là, où il faut trouver des aménagements pour que finalement on retrouve la semaine culturelle que vous souhaitez? En fait, la semaine culturelle en soi n'est pas une nouvelle chose. Hein. Pas une nouvelle chose, on l'a déjà dit. Mais je parie que
l'un de dépeindre tout en noir, comme Edmond l'a dit tout à l'heure. Il y a des semaines culturelles quand même où les premiers responsables sont responsables, vraiment font preuve de responsabilité pour organiser quelque chose qui est réglementé avec le respect des horaires. Parce que quand au-delà de 20 heures, au-delà de 22 heures, les élèves sont encore dans les établissements, vous convenez avec nous que rien ne peut être sérieux. Pourtant, d'origine, la semaine culturelle a un programme. Il y a de l'horaire qu'il faut respecter. C'est de 7h au plus grand à 18h, 18h30. À 17h30, toutes les activités doivent prendre fin. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut aussi que les parents, il faut que les parents aussi soient... On ne peut pas dédouaner les parents de tout ce de cette dépravation-là. Parce que pendant la semaine culturelle, il y a certains parents même qui prennent le plaisir de faire sortir des habits nouveaux, des chaussures nouvelles, c'est-à-dire pour donner l'impression, pour chouchouter les enfants. Et quand c'est une fille, vous comprenez ce que ça peut être. Donc vous êtes en train d'exposer cette fille-là à être bien vue, par les garçons. Si c'est un garçon, alors vous êtes en train de le pousser à mieux, peut-être adorer les filles, entre guillemets. Donc la semaine culturelle aujourd'hui, comme elle l'a dit, nous à notre époque, moi je me rappelle, j'ai fini l'école primaire en 83. Du collège de 84 à 88, quand je finissais, j'avais mon lycée de 88 à 91 au lycée, je ne savais pas, pendant la semaine culturelle, nous on était tellement occupés à produire, à mettre en valeur nos talents. Et je n'ai jamais vu pendant... Comme quoi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Il y a le récital, il y a la poésie, il y a le sport, Dans quel discipline vous excellez le plus? Le plus le basket. À l'époque, il y a le handball, il y a le basketball. Moi, je les aimais plus les jeux de main. Je les aimais plus. Les disciplines de main. Oui, bien sûr. Basket, hand. Bien sûr. Bon, donc, c'est ce que nous, à l'époque, on faisait. Mais, comme nous l'avions tous constaté, il y a lieu quand même que l'État, le gouvernement et les parents puissent revoir la semaine culturelle, mettre sur le tapis ce qui convient de faire, un programme bien orienté pour que la semaine culturelle puisse être mise en valeur et que cela puisse contribuer à éclore des talents, l'aspect talent de ces élèves. Edmond, il y a quand même beaucoup de choses à retenir finalement, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui de cette semaine culturelle-là. Absolument. Et moi, j'aimerais peut-être dire au pasteur Edo que les problèmes sont là. Comme l'a dit Idelphonse, comme l'a dit le pasteur aussi, les problèmes sont là. On ne va pas se voiler en 1983. Il ne peut pas être pareil qu'une semaine culturelle en 2017. Parce que justement aujourd'hui, il y a les influences des... en 1983, il n'y avait pas de téléphone portable, en tout cas pas dans la forme où elle est connue aujourd'hui. Il y a une nouvelle technique. Voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook et tout le reste. Les gens n'avaient pas ce besoin aussi de se faire voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'habillent pour aller non seulement à la semaine culturelle, mais c'est pour se prendre en photo. Donc il faut aussi comprendre que nous sommes dans une marche, voilà, dans une évolution qui vient avec tout ce qu'elle peut avoir comme effet négatif et tout le reste là. Et c'est peut-être aussi l'occasion, pour tous ceux qui sont dans ce studio, d'appeler évidemment les responsables, d'abord l'État, à travers donc les ministères chargés de l'éducation, à prendre des arrêtés. Donc, fixant des grandes lignes. Par exemple, dire qu'une semaine culturelle doit obligatoirement commencer à 7h et finir à 18h. Donc, les grandes lignes. Donc, aux responsables des établissements de veiller scrupuleusement à ce que les mesures édictées, donc les grandes lignes des mesures édictées par les ministres et tout, soient respectées. Surtout, de faire en sorte que des semaines avant ces manifestations, qu'il y ait une sensibilisation de ces élèves, surtout qu'il y ait une menace de sanction. Parce qu'on peut menacer les gens, on peut leur dire, écoutez, si vous vous amusez à déconner, l'année prochaine, il n'y aura pas de semaine culturelle et il y aura des exclusions. Aux parents aussi de savoir que lorsqu'un enfant se lève de la maison pour aller
à une semaine culturelle, ce n'est pas à un carnaval. Enfin, il peut y avoir des carnavals, mais ce n'est pas à un bal masqué où parfois on ne s'habille pas du tout. On dit qu'on est déguisé, mais on ne s'habille pas du tout. Non, c'est aux parents absolument de veiller à ce que les enfants puissent sortir dignement. Et aux enfants aussi, parce qu'il faut aussi faire appel à leur bon sens, aux élèves. Parce que la plupart de ceux que nous indexons en studio sont des gens qui commencent déjà par avoir une certaine maturité. C'est au collège, au lycée que s'écloue quand même les premiers, l'éveil à la vie, on va le dire. Donc, à partir de la classe de 4e, on peut quand même prendre conscience qu'on ne va pas à une semaine culturelle pour aller se dépraver. Malheureusement, c'est passé un peu dans la conscience collective que lorsqu'on parle de semaine culturelle, c'est une semaine où on va montrer aux profs qu'on s'est embrassé, c'est une semaine où on va montrer aux profs qu'on s'est, je sais pas, qu'on s'est fumé, et le prof n'a rien à dire parce que c'est un peu une semaine où il y a une immunité estudiantine, on va dire. Donc, c'est vraiment en fait l'occasion d'interpeller les 4 acteurs que je viens de citer. Il peut y avoir d'autres comme nous, journalistes, les acteurs de la société civile, même les religieux. Le pasteur, il est à la jonction de tout ce beau monde-là. Parce qu'à l'église aussi, on peut en parler. Dans les médias, on peut dire aux parents, attention, soyez vigilants. Moi, ma Benjamin, elle est en 3e. J'en parlais encore hier avec ma mère. Elle dit, attention, il faut que tu ailles voir. On me dit, il y a une miss dans leur établissement. Il faut que tu ailles voir comment ça se passe. Et ma mère m'a dit, oui. Quand, à 17 h, moi, je suis allé, effectivement, j'ai vu qu'elle y était. Et voilà, il faut quand même pousser les parents à s'intéresser à ce que les gens font dans ces vases clos que sont les établissements scolaires. Et des fois, pour terminer. Non, mais moi, je remarque que beaucoup de parents ont démissionné. Parce que si aujourd'hui on se met à parler de la dépravation, on se met à dire que la semaine culturelle est devenue une période où la culture est galvaudée, tout est permis. Tout est permis au profit de ce que je viens de citer, le sexe, l'alcool, le tabac. Je crois que tout revient aux parents. Et moi, je reviens encore sur le fait que ceux qui ont la charge de gérer l'éducation au Togo doivent revoir tout cela. Voilà. Autre sujet dans cette émission, peut-être qu'à travers les réformes, tout ça va s'arranger. On va parler des réformes et de la décentralisation au Togo. La composition du Comité national de suivi de la décentralisation, vous savez, ça a été effectif depuis vendredi. Les membres sont connus, une soixantaine ou une centaine, puisqu'on n'a pas la liste exhaustive. Mais juste derrière, il y a des réactions, surtout au niveau de l'opposition. Le CAR accuse l'ANC d'avoir cédé une place à l'UFC. Les FDR dénoncent la part de Lyon taillée par le parti au pouvoir. L'ANC exige carrément une recomposition. Edmond, qu'est-ce que cela suscite en vous quand on voit des réactions comme ça au lendemain de la mise en place d'une commission nationale, d'un comité plutôt national de suivi de décentralisation? Oh, ça me donne l'impression de revoir un film d'horreur qui se répète. Malheureusement, c'est quand même un problème qui va continuer par se produire au Togo. Dans un an, on a les législatives. Cette question de composition, la question de l'UFC surtout, reviendra. Hein, lorsqu'il s'agira de composer la CENI, faut-il classer l'UFC parmi l'opposition ou plutôt parmi la mouvance? Donc c'est quand même une question qui reviendra. Bon, moi, j'estime que c'est vrai, il faut être honnête pour reconnaître que le problème posé par le CAR est pertinent. Parce qu'à partir du moment où... on ne sait pas exactement où se situe l'UFC aujourd'hui sur l'échiquier politique. J'aimerais quand même qu'on puisse, que les responsables d'abord de l'UFC ou même de la mouvance présidentielle nous expliquent concrètement la place accordée à l'UFC, parce que le CAR doit se dire, à partir du moment où ils siègent au gouvernement, ils sont au gouvernement, on ne peut pas encore leur donner une place qui devrait revenir à l'opposition. Les responsables de l'UFC disent que c'est un accord qui les a envoyés au gouvernement. Oui, mais je peux vous honorer, je peux peut-être vous retourner la question. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de donner clairement la place qui doit être faite à l'UFC lors des discussions? Parce que c'est un problème qui reviendra très bientôt lorsqu'il va falloir constituer la CENI et puis bon voilà. Mais pour finir, moi mon intervention, en tout cas pour finir pour le moment, j'aimerais dire, on est en train de chipoter sur une place. Parce qu'on est en train de dire 9 places, 8 places, on est en train de chipoter. C'est au niveau du CAR. Voilà, bon, ils aimeraient aussi, c'est leur rôle de parti politique de vouloir avoir leurs yeux dans ce qui se fait. Mais on est en train de chipoter sur une place. Bon, peut-être qu'il faudrait que faire appel au bon sens de ces acteurs politiques pour peut-être s'asseoir et trouver la bonne formule. Mais sinon, c'est un problème quand même qui se pose et qui va se poser encore dans les semaines, mois à venir. Parce que vous ne constatez pas que c'est une façon de laisser la propre l'ombre? Oui, en fait, je crois que
est-ce que le problème, est-ce que c'est de se battre pour l'unique place là qui devait revenir à l'opposition qui est allée à l'UFC. Je crois qu'il y a tout le lot, hein. Puisque jusqu'à présent, il y a tout le lot. Il y a tout le lot. Dans la position du cas, on parle beaucoup plus de cette place-là qui devait revenir à l'opposition. Alors, pourquoi accuser l'ANC d'avoir remis une place à cette place-là ils estiment justement que c'est une répartition qui est issue peut-être d'un dialogue secret, peut-être entre l'ANC et UNIR. Bon, qui sait, qui peut rentrer dans le secret de Dieu pour le savoir. Ouais. De toutes les façons, je crois la composition, d'abord il faut revoir, il faut remonter à la composition. Personne ne sait le nombre exact de ce comité. Est-ce que le décret a-t-il mis en exergue l'effectif là qui devait composer le comité? C'est vrai quand même que ce comité là, quand on était à l'atelier sur la décentralisation en décembre, cela a été annoncé. Mais nous ne savions pas les critères de choix, la composition, comment cela va être fait. Donc c'est au cours du Conseil des ministres que le décret a été pris, que le comité, les membres du comité ont été nommés. C'est vrai quand même que nous voulons que ces élections locales soient organisées, parce que tant que nous n'avons pu organiser les élections locales, mais il va falloir quand même que cela se fasse très vite, mais d'une manière aussi consensuelle et démocratique. Mais maintenant, la composition, les chefs traditionnels, les préfets, les présidents de délégations spéciales, moi je crois que c'est une équipe qui, selon moi, qui sera difficile à gérer, parce que l'opposition, quand on voit, on dit 9 places, on dit 8 places, donc aujourd'hui ne sont que 7. Donc je crois quand même que ça va être très, très difficile. Mais quel est le rôle de ce comité? Mais c'est important parce que ce comité va se pencher quand même sur beaucoup de choses, et je crois que c'est avec cela qu'on pourra avoir des élections locales dignes de nom. Donc maintenant, appelé à recomposer, est-ce que ça va être fait, la recomposition à laquelle fait allusion l'ANC? Est-ce que la voix de l'ANC sera écoutée? Je crois quand même que le comité est mis en place. Est-ce qu'on peut attendre pour voir ce que le comité va faire, wait and see, comme on le dit? Défense, est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui d'avoir un comité de ce genre, quand on sait que ce sujet a traîné à longtemps? Je voudrais faire d'abord une petite remarque. Lorsque, tout à l'heure, le confrère parlait, il a insisté sur le fait que l'on ne sait pas exactement la place qu'il faut accorder à l'UFC. Je suis d'avis avec lui, mais je trouve un peu incongru que moi, entre guillemets, militant de l'UFC, partageant les secrets gouvernementaux, que je me dise encore aujourd'hui que je sois opposant. C'est une incongruité. Mais la première raison de l'UFC, c'est juste, en parle régulièrement, que c'est un accord qui les envoie, et ils avaient envoyé un gouvernement. Je dis, vous ne pouvez pas partager les secrets gouvernementaux, c'est-à-dire qu'on est au Conseil des ministres, et que les décisions se prennent pour régir l'État, et que vous dites en sortant juste du Conseil des ministres que vous êtes opposant, alors que vous avez pris part à la décision. On vous renverra au gouvernement de l'Union nationale. Oui, c'est arrivé ailleurs aussi. Nous ne sommes pas dans un gouvernement d'Union nationale. Excusez-moi. Donc c'est la première remarque que je voulais faire. C'est une incongruité. Et il faut qu'on comprenne. Maintenant, ouais, c'est toujours le sujet. je voudrais faire observer après que lorsque vous prenez la loi portant statut de l'opposition, vous prenez l'article 17, et là je fais allusion à ce que l'ANC demande à la recomposition du comité. Il est dit que les partis, je cite, les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un droit de représentation proportionnelle au nombre de leurs élus au sein des organes et institutions où ils siègent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant ces organes et institutions. Fin de citation. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur la composition de ce comité,
vous ne me direz pas aujourd'hui que les préfets, les présidents de délégation et les ministres qui sont membres de ce machin-là ne sont pas inféodés au pouvoir. Excusez-moi. Vous ne le direz pas. Est-ce que c'est encore l'unité nationale qu'on veut bâtir en faisant des choses comme ça? Est-ce que ceux qui sont là, qui sont garants du respect des lois qui régissent l'État, sont dans le sens même de respecter la loi dont ils sont eux-mêmes les garants? Mais moi, c'est la question que je me pose. Vous voulez que l'on ait la paix, la réconciliation. Vous voulez sauvegarder l'unité nationale. Mais j'ai souviens un tout petit peu quand j'ai écouté la liste de ceux qui composent. Mais pourquoi, quand on voulait créer les préfectures la dernière fois, on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas demandé aux autres de venir? Pourquoi on a demandé même les documents sur lesquels le ministère de l'administration territoriale s'est basé pour créer tout ça là, et jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas? C'est ça. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir un comité de ce genre? Non, question. Non mais attends, tout ce qui a été fait. Moi j'aimerais répondre à cette question. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, tout ce qui a été fait, je crois bien que en nous référant à tous les travaux qui ont été faits depuis les CPDC, tous ces machins, le HCOL, et je suis sûr que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Edmond voulait apporter... Moi j'aimerais bien répondre à cette question. Parce qu'il faut, au-delà de cette politique peut-être naturelle à la vie démocratique d'un pays, il faut peut-être lire quelque chose quand même de très positif. C'est que finalement, au fond, l'ANC accepte le principe même de cette commission. Et ça, moi je dis, c'est quand même un très bon pas. Que finalement, aujourd'hui, l'ANC ne discute plus aujourd'hui de l'importance ou bien de l'importance d'une part d'un tel organe, mais plutôt on parle aujourd'hui de sa composition. Donc je dis c'est un pas en avant. Mais moi j'aimerais aussi peut-être, à partir du moment où c'est acquis, que l'ANC qui est quand même la principale force d'opposition au Togo aujourd'hui accepte peut-être le principe, en tout cas in fine, le principe de cette commission, il faut peut-être maintenant essayer, parce que quoi qu'on dise, le CAR traverse aujourd'hui les mêmes problèmes que l'UFC a traversé il y a 7 ans. Donc écarter complètement le CAR de cette histoire-là, moi, ça me gêne un peu. Donc j'estime qu'à partir du moment où les principaux acteurs se sont entendus sur le principe même de cette commission, c'est un bon point pour peut-être les initiateurs enfin ceux qui ont signé le décret créant la commission, mais il faut peut-être maintenant essayer d'arrondir un peu les angles pour faire en sorte que cette commission soit la plus représentative possible. Justement pour que, à l'issue de ces travaux, que le document qui sera sorti soit un document incontestable par le plus grand nombre. Évidemment, il y aura des contestations parce que tout le monde ne pourra pas y être, mais si j'estime que si on associe encore le CAR à cette histoire-là, ça sera évidemment fédéré. Le CAR est déjà membre. Le CAR est déjà membre. Représenté par un membre. Ah oui, donc si le CAR est déjà on membre. satisfait quand même, bon, donc dans ce cas c'est bon. Le CAR est déjà membre. Le CAR est déjà membre. Voilà. Au centre de ce comité, c'est toujours les réformes qui attendent, et on a constaté que la rentrée parlementaire, en début de semaine, a abordé le sujet des réformes, et le président de l'Assemblée a donné le ton. Pour lui, il faut plutôt d'abord se tourner vers le travail qui se fait au niveau du HCRUN, notamment la commission de réflexion quand il s'agit des réformes. Ildefonse, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la décision de la Cour constitutionnelle qui demandait entre-temps au Parlement de réétudier ou de reprendre la proposition de loi des députés NTAD est toujours d'actualité? Posez-moi la question de savoir si le président de l'Assemblée nationale est sérieux. Je vais répondre. Je vais répondre en vous disant ceci. D'abord, la création du HCRUD viole les recommandations de la CVJR en son point 57. La recommandation de la CVJR a demandé que la création du HCRUD soit par une loi, c'est-à-dire votée à l'Assemblée nationale par les représentants, les élus du peuple. On a l'adhésion. Mais le chef de l'État est passé outre ce que la CVJR a demandé de faire et a créé par un décret le HCRUD, ce qui viole d'ailleurs la loi. Maintenant, que la Cour constitutionnelle, qui juge de la constitutionnalité de toutes les lois qui régissent
l'État togolais demande que l'on revienne à la normale. C'est-à-dire, à un moment donné, la procédure même, la démarche parlementaire a été violée et qu'on vous demande de revenir en confiant maintenant les travaux à la commission des lois et que le président de l'Assemblée nationale, organe législatif, et il s'agit d'ailleurs des lois, hein, c'est là où je dis que c'est un scandale, et demande que ça soit un organe qui viole d'ailleurs les lois de la République, mais je trouve que c'est un scandale. Est-ce que les recommandations de la CVGR font office de loi de la République? Mais Ashkroun, d'ailleurs, sa mission, c'est de faire les réparations. Mais la CVGR n'est pas un organe législatif, justement. Est-ce que la, si on la parle CVGR... de loi au sens... oui, est-ce que la CVGR a été créée par un décret? Bah, ça ne fait pas de lui quand même un organe législatif. Ça, non, ne reposez pas une justement, c'est d'ailleurs pour cela. C'est d'ailleurs pour cela que je... C'est d'ailleurs pour cela moi, que je ne conteste pas encore le fond de son analyse. Oui, c'est d'ailleurs... Lorsqu'on fait des recommandations de la CVGR, des tests législatifs, moi, ça interroge ma conscience de juriste un peu, quoi. C'est pour ça que je pose la question. C'est d'ailleurs pour cela que je dis qu'en matière de loi, vous prenez l'Assemblée nationale et vous prenez le Ashkroun, et que le président de l'Assemblée nationale demande qu'on envoie tout cela au Ashkroun. Mais je trouve que c'est un scandale. Parce que quand vous prenez l'article 81 de la loi fondamentale togolaise, il est dit, je cite, que l'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi et contrôle l'action du gouvernement. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une loi. Et je me cherche. Je me cherche. Peut-être que vous allez vous retrouver avant la fin de l'émission. À ce retour, aujourd'hui, on constate que le président de l'Assemblée nationale donne plus foi à Ashkroun à travers la commission de réflexion. En fait, il y a un temps, il fut un temps, les réformes, c'était à l'Assemblée nationale. Oui, le chef de l'État, je rappelle, en février 2014, ouais, il avait demandé au chef de file de l'opposition que les réformes, c'est à l'Assemblée nationale. Et puis après, c'est un comité d'intellectuels. Et puis après, le Ashkroun. Non, il faut quand même que nous ayons la volonté de finir avec ces réformes. Je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui. Il faut qu'il y ait la volonté politique. De finir avec ces réformes. Parce que là, même nos enfants commencent par être étourdis. Parce que les réformes là, ma fille me dit, papa, c'est quoi les réformes? Mon fils me dit, papa, c'est quoi les réformes? Parce que les réformes là, il faut en finir avec les réformes. Et du moins, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et penser à d'autres réformes, puisqu'il y a d'autres réformes aussi. Réforme secteur éducatif de l'éducation, réforme au niveau de la santé. Je crois qu'il y a tout ça là. Moi, je crois qu'il revient quand même à tous les secteurs, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit tous les acteurs politiques. Il va falloir quand même qu'un temps soit peu qu'on puisse finir avec ces réformes. Mais ce qui gêne un peu, c'est que quand le président de la Cour constitutionnelle, quand même, demande au Parlement de revoir... la commission, c'est au niveau de la commission des lois. Je crois qu'il aurait été quand même, plus décent que l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale puisse accepter, puisse prendre la décision de la Cour constitutionnelle et même si fait semblant même de ne pas d'accepter cela, mais après de ne pas s'en charger pour que la loi là soit votée par le Parlement, ce serait mieux. Mais le fait de renvoyer tout en bloc au Ashkroun, je crois qu'il y a un véritable scandale et ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Nos institutions sont en train de souffrir. Et nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons que dire notre
mécontentement et notre désarroi face à ce que les lois soient balancées, qu'on balance les lois comme si, on balance les lois comme si c'était des jeux, comme si c'était des jeux d'enfants. Je crois que ce n'est pas normal. On va faire un peu le parallèle avec ce qui s'est passé, on va dire, au Bénin. L'autre fois, bon, allez-y, vous avez une réaction, on va rajouter. Les Béninois, on a vu la réaction de leur député. La loi a été envoyée. Rejetée juste après. Oui, bon, ce qui est rejeté, c'est juste qu'il n'y a pas eu le quorum. C'est ça, c'est pas rejeté. Mais ça a été rejeté. Non, il n'y a pas eu le quorum, c'est pas rejeté. C'est pas la même chose. En termes juridiques, c'est pas la même chose. Non, moi, ce que je voulais dire par rapport à la sortie du président de l'Assemblée nationale, c'est que j'ai l'impression que le HCOUN, qui est donc élevé au rang d'institution de la République, cherche aussi sa place un peu entre l'Assemblée, entre la Cour constitutionnelle et tout le reste. Et moi, mon problème, c'est que j'aurais quand même aimé que le président de l'Assemblée nationale puisse peut-être expliquer le contexte ou alors le sens dans lequel il a peut-être souhaité que le travail du HCOUN puisse prévaloir sur peut-être le travail parlementaire. Parce que moi je me dis, les deux peuvent quand même se faire parallèlement, c'est-à-dire l'Assemblée et la Commission des lois peut quand même étudier cette proposition introduite par le groupe ANC au même moment que donc la commission mise en place au niveau du HCOUN puisse aussi continuer son travail. Donc j'estime peut-être que le président de l'Assemblée devrait peut-être préciser un peu son propos pour lever un peu le doute dans les esprits, parce que quoi qu'on dise, nous sommes en démocratie, l'Assemblée a un rôle, la Cour constitutionnelle a quand même aussi un rôle, donc à partir du moment où la Cour prend une décision, je pense que les députés ou l'Assemblée nationale est contrainte de respecter. Donc aujourd'hui, de dire qu'on met la décision de la Cour constitutionnelle de côté et qu'on souhaite plutôt laisser le HCOUN travailler, moi, ça s'entend, mais il faut peut-être aussi qu'on nous explique un peu plus ce qu'on est en train de dire par ça. Vous savez, il défonce oui, allez-y. Pasteur Edo, tout à l'heure, quand il parlait, il a fait sortir une expression qui m'a plu. Il a parlé de volonté. Depuis toujours, on a remarqué qu'il n'y a pas de volonté. Il y a toujours eu manque de volonté. Et ce manque de volonté a créé ce que nous appelons la mauvaise foi de ceux qui dirigent l'État togolais. Au prime abord, le chef de l'État, je ne le comprends pas. C'est lui qui nous a dit, dans l'une de ses adresses, que les réformes se feront au Parlement. On en était là. Le chef de l'État, il va à Accra, il n'épouse pas le fait qu'on limite les mandats présidentiels. Alors, il se rend quelque part à l'étranger et il annonce que c'est un groupe, ce n'est plus l'Assemblée nationale, hein, c'est un groupe d'intellectuels. Et par après, c'est le HCOUN. Mais lorsque je me rends compte que c'est de la mauvaise foi, au Togo, j'ai comme l'impression qu'on s'amuse avec le destin de ce peuple. Je vous cite quelques passages de l'ancien Premier ministre Atema Oume Zounou quand il faisait sa cérémonie de passation à Krassou. Je le cite. « Je me suis rendu compte que nous sommes allés au-delà de la feuille de route en réalisant tous les points qui sont évoqués en bien ou en mal. C'est aux observateurs de juger. » Fin de citation. Et là, ça me rappelle une maxime politique qui dit, en politique, n'est vrai que ce qui n'a pas été dit. Je suis très choqué que ce monsieur fait partie encore de ce comité d'intellectuels qu'on a mis, que le chef de l'État a mis sur pied. Or, quand il passait le témoin, il disait que la feuille de route... Tout a été fait. Or, devant les parlementaires, quand il prenait fonction, il disait que je ferai les réformes. Et c'était lui d'ailleurs qui avait envoyé le projet de loi qui a été rejeté par la suite. Le 30 juin 2015. Est-ce qu'il avait un groupe parlementaire derrière lui? C'est la question. Non, mais le gouvernement. Oui, vous savez, non. Moi, j'ai... Non, excusez-moi, j'ai la parole. Oui. Non, tout à l'heure quand vous parlez... je voulais vous poser justement une question. Non, c'est pas vous qui posez la question. Non, on te pose la question. Oui, maintenant, la défense va terminer. Bon, maintenant, je sais que la loi fondamentale togolaise dit que le chef de l'État nomme le Premier ministre de la majorité parlementaire. Il n'est pas obligé.
Non, oui, mais quand on parle de il n'est pas obligé de le nommer Alors, personne de la majorité politique. Alors je dis Ouais. que ça serait, alors je reviens encore sur mon expression, Et vous terminez. Vous ça avez serait dit. une incongruité qu'aujourd'hui, celui-là qui dit Il a avoir tout fait. Aujourd'hui, on le il est fait pour- encore, mais moi je comprends pas. Vous vous amusez avec le destin d'un peuple, moi je comprends pas. Et ça qui m'énerve. Edmond, oui, allez-y. En fait, tout à l'heure, le pasteur Ozo, dans son intervention, a parlé de volonté politique. Évidemment, la question des réformes est une question de réforme, de volonté politique. Le jour où il y aura vraiment une volonté de le faire, en 2 semaines, on le fera. Même en 24 heures, comme en 2005, Voilà, il y mais avait tout quand, qui était- mais quand on dit volonté politique, ce n'est pas volonté politique d'un seul acteur, c'est volonté politique de l'ensemble des acteurs. Mais ce n'est pas ça l'interrogation. Tout à l'heure, mes aînés ont parlé, on dit que le chef d'État en 2014 avait indiqué que les réformes se feraient au niveau de l'Assemblée nationale. Et ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, si on fait passer les réformes au niveau de l'Assemblée, est-ce que vous êtes sûr que le texte qui sortira de cette réforme, étudié à l'Assemblée, est-ce que vous êtes sûr que ce texte recevra l'assentiment de l'opposition? Parce que Est-ce que le texte a été personnifié? Edmond, la laissez-moi parole. terminer quand Il va même. terminer. par courtoisie. Donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement à unir est quand même en position de force. Et si vous dites qu'il faut absolument le faire à l'Assemblée, il ne faut pas s'attendre à ce que les réformes qui vont sortir de l'Assemblée soient des réformes qui aillent forcément dans le sens souhaité par l'opposition. Donc, moi je dis, si on veut aujourd'hui aller dans un cadre peut-être un peu plus consensuel pour les faire, bah pourquoi pas? Parce que si les gens tiennent à ce que ces réformes soient faites au niveau de l'Assemblée, il ne faut pas, si demain on les fait là-bas, il ne faut pas que les gens disent derrière que non, c'est pas ce qu'on voulait faire. C'est ce que moi je voulais dire. Pasteur Edo, pour finir ce sujet. Là, je crois que c'est un aspect. Edmond a souligné quand même un aspect de la chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que, si on prend la majorité des acteurs politiques au Togo, qu'est-ce qu'ils veulent comme réforme? Limitation de mandat, élection à 2 tours, c'est ce que les gens chantent au Oui. quotidien. Là, Dites quoi, c'est- qu'on revienne à la constitution de 92 qui rassemble tout ça, c'est fini. Donc, qu'on revienne à la... Non, on ne peut pas peut naturellement pas. revenir, parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer quand même. Hein, donc, il va falloir quand même qu'on tienne compte, adapter la Constitution à nos réalités actuelles. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. Mais maintenant, en 2014, c'est que, et effectivement, il y avait problème. Il y avait problème que on ne peut pas peut-être le mettre, on ne peut pas indexer un seul groupe politique de n'avoir pas su élever, élever le patriotisme en laissant passer cette réforme-là, en rejetant les tests. Donc ce qui a lieu aujourd'hui de fait, c'est vrai quand même qu'il y a une commission de réflexion, il y a le Ashkron, il y a l'Assemblée nationale. Maintenant, où est-ce que les réformes se feront? Mais au Bénin, Parce que c'est personne- le Parlement, ça a été personne- envoyé en 2 semaines. Personne Tout est réglé là-bas. ne sait où vont se faire aujourd'hui les réformes. Personne ne sait où vont se faire les réformes. Ou bien créer une autre institution. Que vous répondiez quand même à moi là, mon inquiétude. Parce que si on dit qu'il faut que ça se fasse au Parlement, est-ce que vous êtes sûr que ce qui sortira du Parlement, parce que le Parlement est quand même... vous connaissez un peu la couleur du Parlement. Est-ce que vous êtes sûr que ce qui sortira des travaux au Parlement recevra l'assentiment, en tout cas de la classe politique de l'opposition? Bon, qui est sûr aussi que ce qui va ressortir, que ce soit de Ashkroun, que ce soit de la commission de réflexion, ça va être ce que nous souhaitons. Que c'est une composition consensuelle. Donc peut-être que là-bas, chaque parti aura... La commission aussi est contestée, parce que beaucoup de personnes de la commission aussi est contestée. Non, mais est contestée. C'est normal. Donc, je crois quand même qu'il faut que la raison, et le bon sens et la volonté prévalent dans cette affaire de réforme. On va arrêter là pour que nous puissions en finir. J'ai juste un mot à dire. Très rapidement. Oui. Edmond demandait tout à l'heure si ce qui se fera va recevoir l'assentiment À l'Assemblée nationale. Je crois savoir que ce sont des textes qui ne sont pas personnifiés. C'est des textes qui ne sont pas personnifiés. Et je crois aussi savoir que depuis toujours, il y a eu des CPDC qui ont déjà travaillé là-dessus. Et je me rends Et compte... que le consensus est déjà là. Voilà. Ok. Et passez tout ça là à l'Assemblée nationale et puis votons. Voilà. On va finir avec la France. On sait qu'au niveau de la France, il n'y a pas trop ces problèmes de réforme.
Il y en a quand même. Bon, pas à notre niveau. Des chances de nationalité, il y a quand même un débat. Pas le même problème de réforme. Des réformes politiques. Il n'y a pas de mandat limité. Mandat limité, non. Ils ont dépassé. Ils ont dépassé Il n'y a pas là-bas. longtemps aussi. Hein. Peut-être qu'au début c'était comme ça, on ne savait pas qu'il y avait de cafouillage. La présidentielle, c'est pour le 23 avril, si je me trompe. Les menaces de mort sur certains médias et des collaborateurs du chef de l'État sortant Hollande. En plus, on a constaté également au cours de cette semaine, l'un des candidats, François Fillon, a été enfariné, comme ça a été fait un peu au début avec Manuel Valls. Macron aussi. Macron entre-temps aussi. C'est des scènes vraiment inédites qu'on n'a pas l'habitude Mais de ça, voir. ça commence maintenant à passer dans les habitudes. La première fois, c'était avec Hollande en 2012, on a été tous choqués. C'était d'ailleurs une très belle image, je me rappelle. Et récemment, donc cette année, c'était Valls qui en avait eu pour son compte. Après, Macron aussi a été enjolivé, on va dire ça comme ça. Et puis bon, hier, Fillon. Aujourd'hui, ça commence par... Mais en fait, ça pose plutôt un problème de sécurité au niveau des candidats. Parce qu'on apprend aujourd'hui que l'enfarineur de Fillon est un ancien fichier S, c'est-à-dire classé un peu terroriste, quoi, radical. Alors, aujourd'hui, peut-être on rend grâce à Dieu que ce ne soit que de la farine. Et demain, ça peut être quand même autre chose, ou ça peut être un autre mélange. Donc moi, j'estime quand même qu'il faut peut-être revoir un peu la sécurité des hommes, des personnalités politiques, candidats ou non à la présidentielle française, parce que ça peut donner des idées aussi à nos amis terroristes. C'est-à-dire, on sait que le temps d'envoyer un projectile, peut-être ça va être bloqué, mais la farine, ça passe vite, et puis on la mélange à des poudres. Voilà, des poudres chimiques, et puis bon, voilà quoi. 2 jours après, on apprend que l'enfariné ne marche plus, ou bien meurt carrément. Donc j'estime que même si ça commence par, même si ça fait sourire plus qu'autre chose, ça pose un véritable problème de sécurité. Il faut vraiment que les services de protection, pas seulement en France, parce que parfois ce n'est que des usines d'expérimentation, ça vient facilement dans nos pays aussi. Il faut que les services de protection des personnalités puissent aussi prendre la hauteur de la menace et puis peut-être se préparer, parce que ça fait quand même trop, c'est pas bon. Les menaces que moi également sur certains médias qui ont fait des révélations, et aussi des collaborateurs de Hollande. Ce qui choque, c'est que c'est en France que ça se passe. On serait dans un pays africain qu'on dira que c'est un leitmotiv, parce que c'est des choses que nous vivons dans nos pays africains. Mais en France, ça pose de sérieux problèmes. Bon, comme Edmond l'a dit, je crois qu'il faut revoir la sécurité de toutes ces personnes-là, la sécurité de ces organes également, parce que nous ne voudrons pas que demain qu'il y ait encore un Charlie, puisque vous parlez d'organes de presse. Alors, parce qu'on a fait des révélations, et des révélations qui s'avèrent vraies, qui, ou non, qui peut-être ont sali des personnalités, et qui peut-être en dessous ont des bras longs, qui préparent quelque chose contre ces organes-là. Tout ce que nous aurons à dire, c'est que le ministère de la Sécurité essaie de renforcer la sécurité de tout un chacun de ces personnes, de ces organes. Pasteur Edo, la campagne au niveau de ce scrutin a-t-elle encore un sens avec tout ce que nous sommes en train de constater? On laisse carrément le programme de côté, on joue avec les à côté. Oui, mais je crois, qu'est-ce que tu appelles par les à côté? Je crois que tout cela, ça fait partie de la campagne. La campagne est multiforme, hein? Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la campagne, hein? La vie privée même qui rentre dans la campagne, parce que quand tu vois ce qui se passe en France là, je crois que... En fait, c'est une élection présidentielle qui est un peu, hein, qui est morose, hein. On voit même les candidats, on se demande exactement qui sera président de la France. Parce que quand tu vois tous les candidats, qui sera réellement le candidat? Non, mais ça ne rend pas la campagne morose. Au contraire, si à 2 semaines du premier tour, rien n'est joué, c'est-à-dire on comprend rien, on ne voit rien du tout venir. Moi, j'estime que la campagne 2017 est quand même plus élevée, palpitante depuis peut-être celle de 81, ceux qui l'ont vécu. Non, parce que moi je le dis parce que c'est à l'analyse des candidats qui sont en lice, hein, par rapport, parce que quand vous prenez les élections passées, il y a des candidats de poigne, des candidats. On avait une idée, hein, mais aujourd'hui, seule la dame Marine Le Pen qui est vieille, enfin,
qui est le plus expérimenté, parce que pour avoir été candidate, au moins... Il y a Nathalie Arthaud. Hein. Ouais, Nathalie Arthaud. Bon, les petits sont nombreux, ils sont nombreux, mais qui n'ont jamais dépassé 1%, qui n'ont jamais dépassé 1%. Donc, c'est candidats qui sont candidats potentiels, mais qui n'ont jamais donné de résultats. Je crois quand même que ce qui se passe, comme les autres l'ont déjà dit, ça fait de trop avec ces salissures-là, ces images-là que nous voyons. Ce n'est pas bien. Il va falloir quand même qu'on puisse renforcer la sécurité des candidats. Donc, c'est dit quand même qu'on attend voir ce 23 avril ce qui va se passer en France. Donc, nous, il faut que nous leçons de la campagne, parce que nous nous donnons souvent 15 jours de campagne, alors qu'ailleurs ce n'est pas 15 jours, les gens sont libres, les gens font la campagne. Je crois qu'il va falloir quand même que nous aussi nous faisons cette expérience-là. Les 15 jours ne suffisent pas, donc il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Mais ça dépend, ça nécessite aussi des moyens financiers. Ça nécessite aussi des moyens financiers. Edmond, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus moi je parle toujours des à côté. Quand on parle de campagne, c'est le programme qui intéresse les gens. Aujourd'hui, qui est-ce que vous voyez venir au CCD à Hollande? Même les candidats, ils ne peuvent pas le dire. En fait, aujourd'hui, il faut dire la vérité, le cas Marine Le Pen n'est plus exclu. C'est-à-dire, on est arrivé à un stade où, je pense que tout le monde a vécu ça. Au matin du 7 novembre, on s'est réveillé, moi je suis le résultat, moi je vais dormir un peu, et puis je vois un bandeau rouge, Trump élu, je me suis endormi, je vais peut-être à midi pour voir si c'est vrai, quoi. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, en fait, les Français ont pris conscience d'une chose. Et ça, on peut dire merci aux Américains, que le vote utile doit commencer dès maintenant. C'est-à-dire, on va pas dire on va voter telle personne et au deuxième tour avoir à faire le choix. Non. Aujourd'hui, Marine Le Pen est au plus haut dans les sondages. Moi, je pense que les sondeurs la créditent de 25%, mais qu'en réalité, elle peut quand même, dès le premier tour, taper les 40%. Et attention, à partir du moment où on diabolise beaucoup, en tout cas nos confrères journalistes aussi y ont contribué, on diabolise beaucoup Fillon, enfin on sort beaucoup ces casseroles ces temps-ci. Je pense qu'on est en train de déplacer un peu le curseur de ces électeurs vers Marine Le Pen. Parce que, oui, beaucoup d'électeurs de Fillon estiment que bon, si je ne vote pas Fillon parce que Fillon n'est pas propre, je vais carrément voter Marine. Et donc le risque de Marine Le Pen aujourd'hui à la présidentielle, c'est finalement un risque. Voilà, et de plus en plus. Alors, même aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que sa rhétorique est moins forte, moins virulente qu'en 2012. Par contre, elle est de plus en plus haut dans les sondages. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui la présidentielle française est une présidentielle quand même, c'est un cas d'école qu'il faudra peut-être enseigner demain dans les écoles de sciences politiques ou même de journalisme, parce que d'abord les médias font un travail très bon travail, qui à un moment finit par lasser, parce que j'estime que nous avons tous nos casseroles, comme dirait quelqu'un, on a tous nos cadavres, de télé. Donc il doit trop faire de voilà, si on sort, on tape trop sur Fillon, peut-être que les 2 semaines qui vont venir, il y aura un sentiment peut-être de compassion vis-à-vis de Fillon, et puis bon, Fillon pourra facilement passer au deuxième tour et terrasser Marine Le Pen. Surtout qu'aujourd'hui, pour finir, le programme de Macron commence par être, on ne sait pas exactement ce qu'il dit, on dit qu'il est d'accord avec tout le monde, on ne sait pas exactement où il est, donc j'estime que, attention, cette élection est l'une des plus indécises que la France a connue depuis 30 ans. Et derrière Mélenchon également qui arrive. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui, pour cette émission. Les invités, vous les connaissez, Pasteur Edou Komi du mouvement Martin Luther King, Ildefonso Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, et Edmond Dalmeda, correspondant du magazine panafricain Jeune Afrique. Et directeur de publication du Grand Mag. Voilà, Grand Mag, oui, on va revenir. On sera désormais avec nous le vendredi pour pouvoir continuer cette aventure. Les spécialistes, c'est bien terminé. Mise en onde, Romaric Pretas. Merci à vous tous. On se retrouve le lundi prochain. Bon week-end. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.